Euh, donc aujourd'hui, on va évoquer en fait la question de la technopolis. Cette année, en fait, elle a été un peu particulière. On l'a vu, elle s'est ouverte en fait sur une espèce de symbole un peu saisissant avec Elon Musk qui a enchaîné les saluts nazis lors de l'investiture de la présidentielle américaine. Donc c'est une provocation hein, un peu qui a cristallisé la nuance entre le nationalisme réactionnaire et le technocapitalisme. Et au-delà du choc évident, bah, ce geste interroge frontalement notre rapport aux géants technologiques, comme leur emprise croissante sur nos sociétés. Et en dépit du récent départ de Musk du gouvernement Trump, hein, c'était hier ou aujourd'hui, je sais plus, mais les dangers ne semblent pas vraiment s'éloigner, bien au contraire. Alors il faut repartir dans le temps pour comprendre un peu d'où ça vient, d'où tout ça peut venir. En fait, il faut même remonter jusqu'au XVIIIe siècle avec Jeremy Bentham qui théorisait le fameux panoptique, une forme d'architecture qui en fait permettait de surveiller sans être vu. Puis après, bien plus tard, on a eu Michel Foucault qui a évoqué ces questions avec notamment son analyse qu'il a amené sur l'ensemble de la société pour montrer un peu comment la surveillance produit des individus dociles par l'anticipation du contrôle. Et puis aujourd'hui, leurs travaux en fait trouvent une forme de résonance un peu particulière dans nos villes qui sont transformées de plus en plus en laboratoire du contrôle social. Alors, sous couvert de sécurité, d'efficacité, les algorithmes prédictifs, la reconnaissance faciale, la vidéo surveillance automatisée redéfinissent un petit peu insidieusement notre espace public. Et pourtant, comme le démontre un récent rapport sur l'expérimentation de la vidéosurveillance qui a été conduite en France à l'occasion des JO de 2024, leur efficacité reste largement contestée, tandis que leur coût, par contre, leur impact sur les libertés suscite des inquiétudes croissantes. Alors avec nos deux invités, on va s'interroger un peu sur les enjeux politiques et éthiques de la technopolis. Qui surveille et dans quel but? Comment ces dispositifs détournent-ils le regard des violences systémiques? Quelle résistance peut-on déployer face à leur généralisation? Bref, la privatisation de la sécurité alimentaire et un capitalisme de la surveillance qui érode un peu les droits de tous et toutes. Alors, on va accueillir pour cette discussion Nastasia Hadjadji. Tu es journaliste, chroniqueur, spécialiste du numérique, de l'économie et de la critique des technologies. Tu es l'autrice de No Crypto, comment Bitcoin a envoûté la planète. Et tu prépares un livre qui sera publié en septembre, intitulé Apocalypse Now. Et tout ça, c'est aux éditions Divergence. Et puis, Félix Tréguet, tu as été chercheur au CNRS, ou tu l'es encore, je ne sais pas encore. Tu l'es encore, voilà, c'est d'accord. Chercheur associé au Centre Internet Société du CNRS depuis 2009, et puis membre de la Quadrature du Net, une association qui est dédiée, que vous connaissez beaucoup certainement, dédiée à la défense des droits humains dans le contexte d'informatisation. Et puis, vous avez écrit Technopolis, enfin, tu as écrit, pardon, Technopolis, un livre référence qui traite de la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, comme on a ouvert un peu sur la question de l'actualité avec notamment Donald Trump donc cette nouvelle ère, en fait, ce nouveau type de gouvernement qui se révèle de plus en plus brutal, il y a eu cet établissement du fameux Doge, hein, la direction qui sert à couper dans les budgets. Euh, Qu'est-ce que ça révèle, cette stratégie du Doge qui est dirigée par Donald Musk, que j'allais refaire une bêtise, Elon Musk, sur la nature réelle du projet libertarien qui est incarné par Musk, par Carp, que de ne pas en dire, qu'on voit se déployer depuis 2025. Eh bien, la suivante manière de qualifier ce projet, il y a effectivement la matrice qu'on appelle cyber-libertarienne. C'est notamment ce que théorise un chercheur qui est décédé il y a longtemps, qui s'appelle David Golubia, qui avait écrit déjà en 2016 un livre très précis sur la nature profondément réactionnaire des cryptoactifs et qui a écrit un ouvrage qui a été publié de manière posthume sur ce qu'il nomme le cyber-libertarianisme, donc ce mariage finalement entre une pensée cybernétique, un héritage de cette pensée cybernétique et des mouvements aussi contre-culturels
qui ont émergé dans la Silicon Valley dans les années 90 et la tradition politique du libertarianisme qui, a différentes chapelles et différents degrés de radicalité, mais dont l'espèce de socle, idéologique est qu'il faut, eh bien diminuer, la taille et l'impact de la puissance publique, favoriser la propriété privée, sanctifier les libertés individuelles et donc tout cela forge, à l'aube maintenant de, à la fois la domination économique et politique des conglomérats du numérique et désormais leur accès très direct aux leviers du pouvoir via, notamment le Doge, eh bien, ça pose les ferments de ce que nous, du coup, dans le prochain livre avec Olivier Dessay, mon confrère, on se permet d'appeler le technofascisme. Et le technofascisme, c'est à la fois comment le fascisme est reconfiguré par les technologies et comment la technologie reconfigure le fascisme en s'appuyant sur des ferments qui sont déjà présents à l'intérieur des démocraties. Et donc, c'est quoi l'effet du Doge? Le Doge, c'est véritablement une volonté de démanteler l'État au nom de ce logiciel cyber-libertarien et je précise notamment l'État social, puisqu'il y a véritablement dans cette idéologie une forme de haine viscérale de l'État redistributeur, des politiques publiques interventionnistes. Voilà, il y a tout ce discours de l'assistanat, de la surdépense, de la dette, et tout ça est mené avec les technologies au nom d'une rhétorique qui est celle de l'efficacité, de la rationalité algorithmique, etc. Je pense que tu peux compléter. Mais vital ce que tu as dit, tout petit, presque, mais juste rappeler, on a évoqué tout à l'heure avec Whittaker que en fait, ces alliances entre la Silicon Valley, le monde économique de la tech, et la droite américaine la plus radicale, la plus extrême, c'est pas tout à fait nouveau en vrai. Depuis les années 90, il y avait déjà ces alliances. Ça a été une manière pour les rejetons de la contre-culture plutôt des années 60 qui ont épousé à fond le néolibéralisme des années 80, de trouver des relais politiques. C'est très fort. Et donc, dès les années 90, et d'ailleurs, je pense que ça joue aussi un rôle dans le fait que les démocrates sous Clinton aient eu cet agenda dérégulateur qui a conduit à l'économie politique du numérique qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi parce qu'il y avait une alliance très efficace au plan politique entre les conservateurs américains les plus racistes, notamment le patron du Congrès à l'époque qui s'appelle Newt Gingrich, j'arrive jamais à bien le dire, mais Newt Gingrich. Oui, c'est vrai. Gingrich, pas facile. Et les Didgerati, ce qu'on appelait les Didgerati, c'est-à-dire les parangons, un peu les apôtres de cette économie du numérique avec l'idée d'un libre marché propulsé par le numérique, avec aussi le projet d'une économie pour le coup de petits acteurs. Et je trouve ça assez dingue de voir à quel point cette promesse, même si tout l'aspect effectivement démantèlement de l'État social, racisme, sexisme et tout ce qui posait déjà problème, qui était latent et qui a pris évidemment de l'ampleur, mais à quel point ouais, ce projet était déjà en partie défini dès les années 90. Et ce qui est frappant, je trouve, aujourd'hui, dans les grands tropes idéologiques de ce capitalisme numérique réactionnaire qu'on peut franchement aujourd'hui appeler technofascisme, c'est ce retour au réinvestissement de thématiques comme l'eugénisme, le fait de relégitimer, de renaturaliser les inégalités, non seulement économiques, mais aussi raciales, de genre. Ce retour au racisme scientifique, c'est une des malheureusement tendances du moment, quand même, dans la Silicon Valley. Ré, réinvestir ces théories, abominables, que nous a léguées notamment le XXe siècle pour, voilà, justifier comme ça cet agenda politique qui, on l'a vu avec Meredith Whittaker, a accentué les inégalités de manière abyssale et là, on vient les renaturaliser en empruntant à la science raciste et eugéniste. On a l'impression quand même que c'est quelque chose qui a été enfermant, notamment dans l'Amérique latine, en Argentine. Et d'ailleurs, il y a je crois, que c'est le petit-fils de Milton Friedman qui a une ville, qui s'est fabriqué une vie un peu comme ça. Je peux nous en parler? Alors, je pense que tu parles de Patrick Friedman, qui est le petit-fils de Milton Friedman, l'économiste de l'école de Chicago, qui a effectivement blasté les États d'Amérique centrale au nom du libéralisme économique, du néolibéralisme et sa fameuse stratégie du choc que nous parle Naomi Klein. Son fils à lui, le fils de Milton David et donc le père de Patrick, David est encore plus radical finalement que son père. Lui, c'est vraiment un libertarien hardline. Et Patry et donc Patrick Friedman, s'inscrit dans cette lignée, donc d'économistes radicaux du marché, hein, c'est véritablement ça et il est à la tête d'un fonds d'investissement qui s'appelle Prodomos Capital, qui finance à travers le monde des projets de sécession territoriale. Alors ils ne sont pas tous territorialisés puisqu'ils prêchent la déterritorialisation,
mais il finance des petites enclaves libertariennes qui sont, squeezées ci et là, dans le globe et dont l'une des incarnations, pour le coup, territoriales les plus probantes, même si elle est aujourd'hui remise en question, se trouve au Honduras, sur une presqu'île, au large du Honduras. Ça s'appelle Prospera et c'est donc une petite enclave libertarienne où, en fait, des investisseurs américains ont acheté, une partie, de l'île, pour y inventer une zone économique spéciale, à la faveur d'une législation d'ailleurs qui avait été décidée par un gouvernement, je crois que c'était dans les années 2010. Zone économique spéciale et territoire d'expérimentation radicale, et notamment en médecine, sur tous les filières liées à une mortalité. Brian Johnson, donc celui qui a fait l'objet du documentaire à la Netflix, donc je pense que c'est une figure qui est devenue populaire, mais je sais pas si vous voyez ce milliardaire qui investit les 2 millions par an pour ne pas vieillir en traitement, tous plus farfelus les uns que les autres, d'une faire injecter le plasma de son fils. Et bien, lui est allé à Prospera, puisqu'au nom justement de cette libre entreprise, de cet esprit d'innovation, eh bien là-bas, ils font des expérimentations sur de la thérapie génique. Donc il s'est fait injecter un truc, on sait même pas ce que ça va donner à la fin, il a peut-être muté. Mais voilà. Et donc ça, c'est Prospera à Honduras. Et juste pour clore sur Prospera, ce qui est fascinant et terrifiant dans ces initiatives, c'est que le gouvernement qui avait autorisé les zones économiques spéciales au Honduras a changé, que la nouvelle présidente est très hostile à ce projet d'enclave libertarienne sur son territoire, et les citoyens le sont aussi d'ailleurs. Et donc, elle a, comment dire? Elle est revenue sur la loi et pour, eh bien, protéger leurs intérêts économiques, les investisseurs étrangers qui sont, je le rappelle, des libertariens qui n'aiment pas l'État, hein, sont donc allés devant un tribunal d'arbitrage international qui est donc une juridiction où les entreprises peuvent attaquer des États, en invoquant un traité international qui est, précisément une émanation, du capitalisme néolibéral et cetera. Donc ils s'entraînent, ils mobilisent une institution para-étatique pour attaquer l'État du Honduras et ils réclament le tiers du PIB du pays. Voilà, on parle d'une vingtaine de types, qui ont planté leur tente sur une île qui ne leur appartient pas pour faire leur petite utopie libertarienne et qui derrière, menacent de mettre en péril l'économie entière et un État qui est l'un des plus pauvres d'Amérique centrale. Juste, je voulais dire un mot pour revenir aussi à eux. On a vu cet hiver toute une partie de la tech plus mainstream, plus libérale, plus centriste, on pourrait dire, qui s'alignait derrière Donald Trump. Je pense à Zuckerberg, je pense à Sam Altman et d'autres. Et donc, c'est pas ces affreux Jojo aussi, a priori technofascistes, et pourtant, ils s'allient avec Trump pour protéger leurs intérêts économiques. Et, euh, et du coup, servent un agenda effectivement technofasciste, mais en fait qui rejoint aussi le carbofascisme, un autre néologisme à la mode, parce que pour construire de l'IA à fond, vous avez entendu peut-être parler du projet Stargate qui a été annoncé quelques jours après l'investiture, la seconde investiture de Trump. Donc c'est 450 milliards de dollars d'investissement pour construire des data centers, adapter les réseaux électriques et en gros construire les infrastructures qui vont permettre aux États-Unis de dominer la course à l'IA face à la Chine. Et pour faire tourner ces serveurs, il faut une quantité d'énergie extrêmement importante. Les renouvelables ont été extrêmement encouragés sous Biden, ne suffisent pas du tout. Il faut, là, on en est aux États-Unis, à rallumer ou en tout cas proroger le fonctionnement de centrales à charbon et à pétrole. Et il y a Eric Schmidt. Et nucléaire. Et nucléaire aussi, qui est évidemment le truc qui permet, notamment en France, de faire bien au niveau des bilans carbone de ces boîtes. Euh, Eric Schmidt, tout récemment, il y a un mois, il était en audition au Congrès. Et alors lui, ça fait très longtemps que il se fait le porte-parole des intérêts de la tech et met en scène le conflit avec la Chine pour dire ouais, il faut qu'on reste sur le dessus de la vague technologique pour être dessus au niveau géopolitique. En fait, les États-Unis font à peu près ce qu'ils ont fait avec le Japon dans les années 80. Et Eric Schmidt, face au Congrès, il est en mode renouvelable ou pas renouvelable, on s'en fout, donnez-nous toute l'énergie disponible parce qu'on en a besoin pour produire les calculs qui permettront de rester en tête de la bourse mondiale. Et je précise que maintenant, leur délire, c'est qu'il faut miner l'énergie solaire. Donc, comme ils sont conscients de l'aberration écologique et surtout de la quantité d'énergie complètement délirante qui est nécessaire à supporter l'espèce de course effrénée à l'IA, leur mot délire, il faut dire non, mais en fait, dans le soleil, si on arrive à capturer cette énergie, c'est illimité. Donc, voilà, c'est vraiment le mot délire raté, ça.
Et donc là, on parle d'une échelle qui effectivement se fait dans une échelle géographique assez large. On parle d'un État, d'un contrôle ou d'un territoire, d'une partie de territoire. Et évidemment, ça implique que Prospera, c'est une ville qu'on essaye de contrôler au maximum avec un ensemble de dispositifs techniques. Voilà, il y a des tentatives aussi un peu, je pense à San Francisco où il y a une idée aussi de privatiser en fait par l'emprise, hein, le côté la ville en elle-même. Euh, cette façon de s'infiltrer en fait à la fois dans les relais de pouvoir municipaux, démocratiques, de privatiser un certain nombre d'ensembles. Qu'est-ce que ça dit en fait de cette fameuse structure de surveillance qui se met en place au niveau technologique et qu'est-ce que ça commence à structurer en fait au niveau de la vie, au niveau d'un usage courant, quoi. J'essaierai enfin, parler sur la surveillance, mais sur la stratégie de fragmentation. Donc, Prospera incarne, je dirais, le flanc radical de cette micro-politique de la fragmentation. Donc, c'est l'idée qu'on fait sécession des États-nations et de leur territoire pour aller créer ex nihilo, alors ex nihilo n'existe jamais, hein, mais essayer d'installer des colonies comme ça cyber-libertariennes et c'est précisément parce qu'il y a peu de terres vierges aujourd'hui, sur, le globe qu'ils ont comme ligne de fuite, politique d'aller dans des océans ou dans l'espace. Mais ça, on va dire que c'est le flanc très radical, de cette, politique de la fragmentation, qui est vraiment, quand même un mouvement plus global et ça, je renvoie au travail de Slobodian qui a fait un très bon livre là-dessus, qui s'appelle «Le capitalisme de l'apocalypse» où il décrit comment la surmultiplication des zones économiques spéciales fragmente le monde et met en péril, du coup, la robustesse, on va dire, des structures démocratiques plus traditionnelles. Ce qui se passe et qui est assez inquiétant comme mouvement de superposition à ça, et qui est plus endogène, là où la sécession d'avant est plus exogène, c'est effectivement la prise de pouvoir à des échelles locales où on voit ces, comment dire? Entrepreneurs de la tech avoir des stratégies d'affaiblissement par l'intérieur, que ce soit au niveau municipal, mais le Doge fait une stratégie d'affaiblissement par l'intérieur, précisément de l'État fédéral américain, puisqu'il s'agit de le démanteler. Enfin, c'est vraiment la politique et l'action stratégique et donc voilà, l'idée, c'est de multiplier, sur le territoire américain, les petits enclos, là aussi sécessionnistes. Donc c'est toute l'idée des Freedom Cities, hein, de Donald Trump. L'une des incarnations, encore, l'une mise en œuvre opérationnelle, c'est, la ville Elon Musk, hein. Il va dans sa propre ville, Starbase au Texas. Donc là, l'idée, c'est de faire revivre encore cet imaginaire de la ville-entreprise, où on a nos salariés qui habitent sur place, on leur fournit les services, écoles, cliniques, et cetera. Mais tout cela c'est vraiment un enclos fermé qui n'est pas soumis aux lois, de l'État fédéral. Donc il y a multiplication de ça à l'intérieur et puis effectivement, essayer de capturer, les rouages de la décision publique pour, potentiellement l'affaiblir, comme ce qui se passe effectivement à San Francisco. Vous avez le ponte d'un des incubateurs, de la Silicon Valley qui s'appelle Garytown, qui s'est donné comme mission de harceler l'administration de San Francisco. Voilà, il en croisade contre l'administration démocrate de San Francisco. Voilà, le but de là, c'est vraiment on s'attaque aux structures et aux institutions publiques de manière assez directe. Donc il y a vraiment la sécession là à l'extérieur, les mouvements de fragmentation de l'intérieur qui, il semblerait, soit quand même sur le plan stratégique et politique le plus dangereux, en tout cas pour le moyen terme. Après, il y a le versant quand même d'inféodation des politiques publiques aux intérêts de l'industrie de la tech et de l'industrie de la surveillance. On l'a évoqué tout à l'heure en parlant des IA militaires et à quel point, pour financer ces infrastructures hyper coûteuses, faire tourner ces serveurs dans des data centers tout nouveaux où il faut changer les puces en vrai, c'est des investissements colossaux et donc c'est des marchés publics qui vont permettre d'amortir ces investissements. Euh, il se trouve que dans une économie capitaliste qui fait exploser les inégalités, et ben, les marchés dits de la sécurité publique et donc de la répression policière et en fait d'un maintien de l'ordre par la force d'une société de plus en plus écartelée passe par la surveillance et la répression. Et que donc, on a vu d'abord un peu dans la suite des discours sur les smart cities il y a une quinzaine d'années, puis, puis par les politiques de recherche et des choses autour des biens à double usage, à la fois militaires et civils, policiers et militaires. Donc, on a vu donc des politiques publiques de recherche, des tonnes de marchés publics ouverts à ces entreprises.
ce qui a fait proliférer en fait tout un tas d'outils de surveillance, que ce soit les systèmes de police prédictive. Donc aux États-Unis, typiquement, un qui a été beaucoup débattu il y a quelques années, c'était Predpol, qui avait d'abord été développé pour prédire des attaques en Irak pendant la deuxième guerre du Golfe. On voit les drones également, d'abord investis dans le champ militaire, revenir dans les pratiques policières et les pratiques complètement civiles aussi, évidemment. La vidéosurveillance algorithmique, la vision par ordinateur, hein, le croisement de l'IA et de caméras de surveillance, c'est des choses qui sont nées là encore dans le giron militaire et qui pénètrent maintenant très densément dans les pratiques policières. Donc, c'est vraiment un outil pour ces entreprises pour faire tourner le capital et s'enrichir. Et moi, quelque chose aussi qui me sidère aussi, c'est de constater à quel point, et Meredith Whittaker en parlait, aujourd'hui, il y a un coût politique énorme à se positionner à rebours de cette inévitabilité technologique et de ce progrès technologique. Et je pense que ça, c'est véritablement un point d'achoppement majeur. Enfin, je sais ce que tu en penses, mais difficile aujourd'hui, lorsqu'on est maire ou qu'on a des fonctions représentatives, de dire l'IA, j'en veux pas. Enfin, il y a cette notion de coût politique, et elle parlait de la rhétorique de l'inévitabilité, qui est ce luxe des dominants. Mais il y a aussi dans ce que tu dis, hein, sous cette inféodation, j'ai le sentiment que le coût politique est trop gros à se positionner de manière hostile ou à vouloir freiner un petit peu sur la mise en œuvre, ce rouleau compresseur en fait de mise en œuvre de technologie. Oui, justement, alors j'allais rebondir là-dessus, puisque effectivement, bon, pour revenir en France, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses qui se passent en France, et toi, tu as travaillé beaucoup aussi sur ce qui s'est développé. Alors, il y a dans ce coup politique, effectivement, il y en a qui n'hésitent pas et qui font un vrai coup avec le P à la fin, en mode on y va à fond, et c'est ce qui se passe dans les villes principalement du Sud, d'ailleurs, Nice, Avignon, Nîmes et d'autres. Et puis, on a d'autres villes sous municipalité un peu plus, comment dirais-je, comme ici par ailleurs, ou à Grenoble, ou même à Bordeaux, où effectivement les dispositifs qui sont un peu négociés. Et là, il y a forcément ce côté, un coup avec un T qui se met en place. Est-ce que tu peux, Félix, nous dire un peu comment ça se déploie, comment ça se s'opère ce déploiement à l'échelle locale, ces dispositifs de surveillance, et qu'est-ce qu'il y a en jeu, quoi? Nous, donc, c'est sur quoi on a beaucoup travaillé dans le cadre de la campagne Technopolis. C'est un peu sur la base de cette expérience collective que j'essaie de restituer euh, ces développements dans le livre. Et en fait, ce qu'on a vu poindre, en fait, on a commencé à bosser sur ces questions en 2019, et donc on était typiquement dans cette veine de la Smart City, mais dans son volet sécuritaire, Safe City. Et donc beaucoup de marchés comme ça qui étaient proposés pour optimiser la gestion urbaine à partir d'outils de surveillance qui étaient rarement présentés comme tels. Le premier qu'on a vu poindre, c'était à Marseille, l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique, fin 2017, où l'idée c'était de croiser tout un tas de données issues des hôpitaux publics, de la régie de transport, de la police municipale évidemment, les caméras de vidéosurveillance. C'est la première fois qu'on entend parler de vidéosurveillance intelligente, et de croiser tout ça pour analyser les données, aiguiller la décision à l'instant en temps réel et anticiper les risques, et donc dans une logique un peu prédictive. Au final, le projet a accouché d'une souris, mais en fait, ça nous a mis sur la piste de plein de déploiements, et on est arrivé au stade en fait où ça faisait déjà 10 ans que ces technologies, que ce soit les drones, que ce soit la police prédictive, que ce soit la vidéosurveillance algorithmique, qu'elles faisaient l'objet de crédits publics au travers des investissements dans les politiques de recherche. Et donc, c'est des consortiums, Thales, des grosses multinationales, mais aussi des startups, des centres de recherche publics, qui chopaient des millions d'euros tous les ans pour développer ces technologies sans aucun débat public. Et je reviens là-dessus, enfin, je pense que c'est important de rappeler à quel point, et pour poursuivre ce que je disais juste avant, sur la manière dont l'État et les politiques publiques sont inféodés à ces intérêts-là, c'est que l'argent magique, il n'y en a plus pour les services publics que sont l'éducation, les hôpitaux, l'université et d'autres. Par contre, pour la tech, et notamment si vous faites des technologies sécuritaires, là, il y a vraiment beaucoup d'argent à Ouais, il y a le fléchage qui se fait, un fléchage très important. En faveur du service public. Et donc, il y a des politiques de recherche. Et nous, au moment où on commence à travailler sur tout ça, on est au stade où on voit énormément d'argent mis sur la table par des agences type BPI France, la Banque publique d'investissement, qui va financer un projet de Safe City à Nice avec Thales, sous l'égide évidemment de Christian Estrosi. On voit l'Agence nationale de la rénovation urbaine financer un projet de reconnaissance des émotions par la vidéosurveillance dans un hall de HLM. On voit la mairie de Saint-Étienne développer des capteurs sonores dans un quartier populaire pour détecter des bruits suspects.
Et à chaque fois, voilà, beaucoup d'argent public balancé pour expérimenter ces technologies. Et pour revenir un peu à ta question, et revenir aussi peut-être sur l'exemple des États-Unis où il y a une sorte de guerre entre le monde de la tech qui fait pression sur la mairie démocrate. On voit des rapports de force très tendus aussi en France. Il y a des municipales dans un an. Et donc nous, en 2020, on était déjà un peu lancé dans cette campagne, notamment à Marseille où je vis. On a essayé d'influencer un peu au niveau local les élections municipales sur ces projets. En fait, à Marseille, on héritait à ce stade de la mairie Gaudin, l'ancienne maire de Marseille, de 3 projets. Il y avait la vidéosurveillance algorithmique, il y avait ce projet de police prédictive dont je vous ai parlé, et il y avait une extension très importante de la vidéosurveillance. Et on a demandé l'arrêt de ces projets par des lettres ouvertes. Le Printemps Marseillais, qui est la coalition de gauche plurielle, un peu similaire à celle qui a été élue à Bordeaux ou aussi à Lyon, nous a répondu on est d'accord avec vous. Ils ont mis des trucs vaguement inspirés de nos propositions dans le programme. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que il s'est d'abord rien passé. Ils ont fait un audit du système de vidéosurveillance tel qu'il était déployé. Nous, notre outil principal pour documenter tout ça, c'est les demandes d'accès aux documents administratifs, les demandes CADA. Au début, ça répondait assez bien, notamment sous Godin. Très vite, avec le printemps marseillais, ils ont arrêté de nous répondre. Notamment l'audit, on n'a jamais pu mettre la main dessus. Je sais qu'à Lyon, par exemple, il a été mené et publié, mais instrumentalisé politiquement. Je vais essayer d'être concis. Tout ça pour dire qu'en fait, il s'est rien passé, qu'au début, il y avait un semblant de dialogue qui a rapidement tourné court, et que quand Macron a débarqué à Marseille en 2021 avec son plan Marseille en grand, en disant si vous voulez rénover les écoles décrépites de la ville, si vous voulez un peu de transport dans les quartiers nord, il va falloir relancer le plan, parce que oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, il y avait un moratoire sur l'extension de la vidéosurveillance. Et donc, il fallait abandonner le moratoire. Et en fait, toutes les mairies au niveau local qui ont essayé de remettre en cause la doxa consistant à mettre de la vidéosurveillance partout aux frais du contribuable, alors même que ça ne sert pas. Les quelques études qui existent soulignent que les images dans les affaires pénales, les images issues de la vidéosurveillance, ça sert dans 1 à 3% des affaires. Et ça apporte des éléments significatifs, pas forcément cruciaux, déterminants pour résoudre l'affaire. Donc en fait, quand on pense que depuis 15 ans, ces caméras, c'est environ 40 000 balles une caméra installée, sans même compter la maintenance. Très variable selon les villes et les modèles. Validation qu'il peut y avoir parce que évidemment les gens Ça coûte là encore un fric dingue. C'est des milliards d'euros. Il n'y a pas les chiffres. Le ministère de l'Intérieur se refuse à les lâcher alors qu'il subventionne chaque installation. Juste pour l'installation, c'est des milliards d'euros. Et le rapport coût-efficacité est nul. Et pourtant, la moindre mairie qui va vouloir aller à l'encontre de cette doxa se voit engager un rapport de force. C'est ce qui se passe à Grenoble. Ou par exemple, on n'envoie plus d'effectifs de police nationale alors qu'il y a un problème de narcotrafic dans tel ou tel quartier. Je dis pas que c'est forcément la solution, mais en tout cas, c'est une demande de la mairie à ce stade. Et en fait, le ministère de l'Intérieur dit, non, vous n'aurez rien sans rien. Faut arrêter de bloquer la vidéosurveillance. À Brest, ça a été pareil. C'était une mairie socialiste. Et à Lyon, je sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, il y a eu un audit qui a été publié. Il y avait l'idée d'un moratoire. Ce que je sais, c'est que l'audit, pour le coup, donc il est disponible, il explique que ça sert très peu. Il confirme le fait que les méta-études internationales qui expliquent qu'en fait, la vidéosurveillance, ça marche un peu dans les parkings fermés, quelques endroits comme ça très déterminés, mais que au global, sur la criminalité, ça n'a pas d'incidence. C'est confirmé par cet audit. Et pourtant, ça a été complètement instrumentalisé par la mairie, par Grégory Doucet, le maire écolo, en disant, en fait, ça marche super bien, on va relancer la vidéosurveillance à nous. Et c'est là qu'on touche à la fonction d'idéologie, c'est-à-dire que le mythe derrière, c'est celui de la force transformatrice du progrès technologique et du solutionnisme technologique. C'est ça, il y a des mécanismes de légitimation qui Oui. expliquent. À savoir qu'à chaque problème social, vous apportez une réponse écologique et que c'est justifié et que ça va dans le sens du progrès. Alors, on voit bien que le progrès technologique et le progrès social ont tendance à plutôt s'éloigner, mais à plein d'endroits. Et dans les matières sécuritaires, c'est très dur parce qu'il y a aussi, depuis les années 70, justement, comme une grosse diversion des problèmes d'économie politique, de comment on organise le travail, comment on organise le pouvoir dans les lieux de travail. On en parlait encore juste avant avec l'exemple de la tech. Plutôt que de parler de ça, en fait, on parle du sentiment d'insécurité, on instrumentalise les faits divers et donc on nourrit une peur. Et bon, voilà, l'être humain n'est pas forcément quelqu'un d'hyper raisonnable, tout à fait maître de lui ou elle-même lorsqu'on est sous l'emprise de cette émotion très forte qu'est la peur. Et elle est clairement instrumentalisée au plan politique pour servir des agendas électoraux à court terme. Et en fait, ça construit le monde pété, blindé de dispositifs de surveillance qu'on imite désormais lorsqu'on est habitant de grandes métropoles. Mais c'est vrai aussi de zones rurales, c'est-à-dire qu'il y a plein de maires de zones rurales qui blindent leur village pour le coup où les budgets sont quand même moins conséquents et où concrètement, c'est un peu comme ailleurs, mais c'est soit on rénove l'école et on fait des trucs chouettes
pour les gamins, pour créer un terrain de sport ou que sais-je, soit on installe de la vidéosurveillance, on paye un prestataire un peu cher pour entretenir le parc. Et beaucoup choisissent de rassurer, parce que c'est aussi une demande de la population, malheureusement, soumise à cette instrumentalisation du sentiment d'insécurité, que d'installer ces caméras. Ouais, et tu parles dans ton livre, tu fais un passage qui m'a beaucoup intéressée, de comment on fabrique l'acceptabilité sociale de ces dispositifs. Peut-être tu peux commenter comment on la fabrique précisément? Ben, par ce type de discours, où là, il y a un très bon exemple fourni par Darmanin. Moi, j'étais un peu passé à côté de ça début mai. Il est allé voir un YouTuber, je crois, où il a commencé à faire une première sortie en tant que ministre de la Justice. On a un peu oublié, il y a pas deux ministres de l'Intérieur, il y a un ministre de la Justice et un ministre de l'Intérieur, qui sont tous les deux très en vue dans le gouvernement. Et donc, il a parlé de reconnaissance faciale en temps réel, qui est le gros truc que depuis 2019 et le début de la campagne Technopolis, les gouvernements Macron successifs cherchent à légaliser. Et effectivement, ils ont peur, parce qu'ils savent bien que c'est un peu la ligne rouge, le truc qui fait peur, ça évoque les dystopies les plus noires. Et donc, ils y vont vraiment mollo, doucement. Il faut pas affoler la populace. C'est comme ça qu'on a réussi à les faire reculer sur la loi d'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, expérimentée donc pendant les JO l'an dernier et que là, ils veulent proroger. Euh, des cas d'usage relativement peu sensibles, c'est détecter des individus qui tombent au sol, des mouvements de foule, et c'est pas de la reconnaissance faciale. Or, c'était le plan en 2019. Là, Darmanin donc revient à la charge. Entre-temps, il y a eu tout un tas de débats à Bruxelles sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, où la France a fait des pieds et des mains pour s'assurer que les forces de police qui voudraient pratiquer la reconnaissance faciale en temps réel pourraient le faire, y compris d'ailleurs ces systèmes de surveillance biométrique pour détecter l'orientation sexuelle ou la race de personnes. Il y a un passage qui m'était d'abord passé, j'étais passé à côté et qui est complètement glaçant. En fait, on se demande vraiment si, moi, typiquement, le type de pseudosciences, théories naturalisantes qu'on évoquait tout à l'heure, font pas leur retour au niveau européen. En même temps, c'est nous qui les avons inventés, donc Ouais, retour à l'envoyeur. ouais. Euh, bref, du coup, la France s'est ménagé des marges de manœuvre au plan juridique. Mais il y a toutes les caméras installées, il y a les fichiers où il y a nos empreintes faciales, notamment les fichiers d'immigration, le fichier TAGE, un gros fichier de police, ou le fichier TES, qui est le fichier des demandeurs de carte d'identité et de passeport, qui depuis 2016 comporte une photo exploitable par des algos de reconnaissance faciale. Et il y a les algorithmes du secteur privé qui marchent bien désormais, dont le taux de fiabilité est convenable. Et donc, on a tout en place pour lancer demain la reconnaissance faciale. Il manque juste une loi. Et là, pour le coup, ils sont normalement pas super regardants sur le cadre légal. Et typiquement, toutes les technologies sur lesquelles on a bossé, nous, elles ont été déployées sans cadre légal et donc de manière illégale. On a eu beaucoup de mal à le faire reconnaître par la justice. Là, la reconnaissance faciale, ils sentent que il faut pas faire trop les bourrins et qu'il faudrait au moins avoir un semblant de débat démocratique au Parlement. Et donc, pardon, je suis très long, mais c'est pour expliquer que Darmanin relance le débat et la manière dont il pitch la chose, c'est donc on a besoin de la reconnaissance faciale pour assurer la sécurité des Français, classique. Et il donne l'exemple un peu dingue de oui, on met 1 heure et demie pour passer les portiques à Roissy, on met 10 minutes à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'à Dubaï, il y a de la reconnaissance faciale. Et donc, c'est vraiment l'argument de la commodité, ce que Philippe Aigrin, un des cofondateurs de la Quadrature, et d'autres appellent la dictature de la commodité, qui nous fait accepter d'avaler des couleuvres après couleuvres. Et en fait, il y a vraiment enfin, je pense que là, son petit move à Darmanin, c'est de penser qu'il va pouvoir nous attraper avec cette idée d'une fluidité. Nous, personnes privilégiées qui prenons l'avion et compagnie. Enfin, je pense que c'est ça le calcul. Sachant que la faciale elle est en fait déjà expérimentée dans pas mal d'aéroports, y compris c'est pas juste pour l'authentification des passeports biométriques, mais pour le parcours passager. Euh, bref, c'est vraiment un marché de dupes et ça fait partie des choses. Et l'autre aspect que j'essaie de souligner en long, en large et en travers, je vais la faire très courte ici, mais c'est la manière dont le droit, l'idée que on a des contre-pouvoirs, il y a la CNIL qui veille sur nos libertés, on va encadrer tout ça, on va faire des comités d'éthique et c'est censé rassurer la population. Et ça, c'est vraiment un, un artifice, un instrument d'acceptabilité sociale très fort pour toutes ces technologies. Et c'est vrai que dans ton livre, tu explicites beaucoup et à quel point, finalement le droit est complice, ou en tout cas sert à légitimer, et d'autant plus qu'on voit, d'une part, à l'échelle européenne, les stratégies de lobbying massives et le financement de ce lobbying par les géants de la tech pour amoindrir les tentatives de réguler. Ça a été très, très visible au moment de l'IA Act, notamment, qui en fait a une espèce d'embryon de régulation, mais qui a été complètement expurgé de son côté un peu coercitif. La France, elle a un rôle important. Ouais. Je suis pour diminuer la portée du gars. Et puis les supposés contre-pouvoirs qui sont en réalité un peu des
auparavant transparent et qui joue pas leur rôle, bon, mais qui servent effectivement à fabriquer un semblant, comme tu dis, d'illusion qu'il y a un contrôle démocratique sur tout ça, quoi. Pour essayer de pas complètement vous déprimer en cette fin d'après-midi, On va aller dans ça après. peut-être voilà, on va là pour aller danser, donc ça va faire passer les pilules, mais en gros, si on veut réagir, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des stratégies possibles qu'on peut mettre en place? Comment on peut réagir par rapport à ça? C'est-à-dire qu'en gros, on voit qu'il portent des coalitions politiques tech qui l'un nourrit l'autre. On peut la tech en fait, cette technopolis en fait renforce le pouvoir du politique pour pouvoir affirmer en plus une forme de d'efficacité sociale, etc. Comment on peut se dresser par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs des mouvements qui ont été réussis et qui ont permis en fait de faire reculer en fait sur certains points ces avancées de technofascistes? Comment on fait? Et c'est la grosse question stratégique, hein, le que faire, à laquelle je suis au laquelle je réfléchis toujours, hein, parce qu'aucun de nous n'est très, arrêté. En revanche, moi, ce qui m'apparaît comme étant, saillant, c'est qu'on parle beaucoup et d'ailleurs ça a tendance à me tendre maintenant, mais d'une manière, très, très forte, cette question des imaginaires. Il faut changer les imaginaires sur la tech. Je trouve ça inopérant et extrêmement pénible et dépolitisant, d'autant plus que nos ennemis et adversaires politiques ont un imaginaire sidérant et totalisant qui est celui de la fusée, de Mad Max, de la conquête spatiale, du transhumanisme. On peut pas se baser sur la taf. Donc en fait, c'est pas là qu'il faut aller. Et par ailleurs, la question de l'imaginaire, elle fait abstraction de la matérialité et de la question du matérialisme. Donc je pense qu'il faut attaquer cette idéologie sur les bases matérialistes en observant à des échelons locaux qui est exploité, qui est aliéné, qui est pollué, où est-ce qu'il y a de l'extractivisme, et en essayant de constituer un maillage de résistance locale, très matérielle, sur c'est quoi, à quels endroits nos conditions matérielles d'existence sont amoindries mises en danger par ce capitalisme autoritaire et des néofascistes. X. Bah, la quadrature, on essaye plein de choses, on essaye de s'autocritiquer, d'être assez lucide aussi sur les limites de notre action, nos échecs. Pas appeler retarder quelque chose, c'est pas vraiment une victoire, mais c'est pas rien non plus. Et je crois que typiquement, si on prend la campagne Technopolis, euh, on est resté tout le temps dans une posture de refus, c'est-à-dire non, nous on ne veut pas de reconnaissance faciale, on va pas discuter de comment on l'encadre, c'est niette. Et même en fait, la vidéosurveillance algorithmique de base, c'est la même technologie, c'est la même architecture, on n'en veut pas non plus. Cette posture-là, bah, ça a été dur de la faire passer au plan politique, mais en fait, on a quand même réussi à la défendre, je pense, de manière assez claire. Et les quelques mobilisations qu'on a réussi à organiser avec notre groupe d'une demi-douzaine de personnes à la Quadrature du Net, un peu à mobiliser sur ce dossier, évidemment avec plein de relais locaux, mais quand même, au fond, je sais pas, 5 dernières années, là, dans ce réseau, on a dû être tout au plus une centaine de personnes à passer un peu quelques heures par semaine bénévole pour 98%. Et en fait, ça a quand même permis des choses. Je vais te donner l'exemple de la VSA, détecter des chutes. Bah, c'est pas la même chose que d'identifier en temps réel avec de la reconnaissance faciale. On a réussi à faire interdire l'usage de la reconnaissance faciale à l'entrée de lycée de la région PACA, qui était un projet là encore de Christian Estrosi. Donc, c'était en gros prendre les lycéens comme des cobayes et pouvoir dire après, bah, on fait de la reconnaissance faciale sur les lycéens, pourquoi on ne le ferait pas pour des délinquants? Et donc, ça, c'était avec l'arme du droit devant un tribunal. Donc, en fait, il y a des petites choses, et je suis d'accord avec Nastasias au niveau local où ça fait la différence. Je pense aussi que le plaidoyer au niveau national, européen, ça a été plus compliqué. Mais donc, il y a des choses à faire. Moi, je pense que l'enjeu, clairement, c'est, ben, on voit à quel point on vit une dérive fasciste qui va en s'accélérant. On perd plein de lieux qui sont des lieux de résistance, que ce soit une partie des médias, du monde éditorial. On voit à quel point les services publics, le travail social, les bibliothèques et tout un tas de choses aussi qui permettaient de cultiver une culture de résistance, à quel point ces espaces sont en train de se fermer. Et donc, ouais, il faut arriver à les défendre, coûte que coûte. Je fais référence à ça et remercier Juliette et toute l'équipe d'Orga d'avoir ces discussions ici parce que typiquement, les lieux de fête, on parlait de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique pendant les JO. Moi, ça m'a mis vraiment un peu en rogne de voir le directeur du Printemps de Bourges
expliqué au gouvernement qu'ils allaient être les premiers à demander à installer de la VSA au nom de la protection de la sécurité des festivaliers au Printemps de Bourges, quoi. Donc, clairement, c'est des questions qui se posent à plein d'échelles. Et ouais, l'enjeu politique, c'est de résister au fascisme. Ça, effectivement, je pense qu'on a un peu perdu beaucoup d'espace et de mode d'organisation pour le faire efficacement. Et donc, ils sont à réinventer, à réexploiter. Moi, j'ai un peu encore l'espoir, mais je pense que je vais être déçu encore une fois, qu'une partie des élites libérales, macroniennes, un but de Startup Nation, bon, bah, vont comprendre à quel point, en fait, ces politiques néolibérales, ben, servent très directement le fascisme. Et j'aimerais croire que l'Europe puisse vraiment incarner, enfin, vraiment, parce que c'est aussi le discours de Macron que de dire l'Europe troisième voie dans la course à l'IA. J'espère que l'Europe puisse être une troisième voie. Euh, Malheureusement, c'est pas le chemin que ça prend. Je veux dire, là, les textes qui sont en train d'être adoptés à Bruxelles, ce front écologique et autres, c'est quand même, et la militarisation en marche aussi, on va vraiment au devant d'une époque pas chouette, et pourtant, il y a quand même moyen de résister. Et je pense que le projet, c'est vraiment d'arriver à penser une espèce de sortie. Si on réfléchit à l'échelle du continent européen, c'est de se dire non, en fait, la Chine et les États-Unis, on vous laisse dans votre délire dystopique et on va essayer d'incarner une alternative radicale. Bien sûr, c'est un gros travail politique que de parvenir à la faire. C'est Cédric Durand et un certain nombre d'autres chercheurs qui ont parlé justement d'être non alignés d'un point de vue technologique. Et justement, en anonymement, il y a beaucoup de questions des États-Unis, de la Chine, du devenir de l'Europe, mais il me semble qu'un angle mort majeur de tous ces débats autour des technologies, c'est les conditions de production elles de ces technologies qui concernent des pays du Sud global, continent africain, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, et ce sont ces pays-là et ces travailleurs, les travailleuses-là, qui subissent de plein fouet les conséquences de ce vote de production écocidaire et socialement désastreux. Et il nous faut, nous occidentaux, aussi nous solidariser avec ces luttes locales. Je vous conseille, moi, de lire un média que je trouve vraiment incroyable et qui est le seul à tenir cette perspective un peu, si ce n'est décoloniale, mais en tout cas de nous faire décentrer le regard sur les technologies, c'est Rest of the World. Et Rest of the World chronique comment la tech est consommée, produite et aussi les résistances locales dans des pays du Sud global. C'est très intéressant. Et ce sont eux qui sont les premiers touchés. Et c'est donc avec eux aussi qu'il faudra bâtir des luttes et bien commencer par en parler et se rendre compte qu'en fait, nos IA fabriquées en Californie, et bien exécutées en Europe, c'est des travailleurs du clic kényans qui se tapent le sale boulot pour traiter les bases de données, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un enjeu majeur aussi d'aller chercher auprès des personnes et des pays du Sud global qui sont les plus impactés, de créer des solidarités de lutte politique pour affronter un petit peu politiquement ces géants du technofascisme. Très bien, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Peut-être qu'on peut ouvrir la parole à ça, si vous avez des questions qui pourraient être, si vous avez envie de vous exprimer, il va y avoir, voilà. Allez-y, au fond. Super. Ça, on y va, le filaire. Bonjour. Oui, ouais, merci pour votre intervention. Et ma question est très simple, c'était juste sur le média que vous aviez recommandé juste avant sur les sites. Ouais, c'est Rest of the World, le reste du monde. Rest of the World. C'est vraiment très très bien. Et par exemple, ils vont faire des articles sur comment OpenAI est en train de fumer des dons de cuivre au Chili, sur les mines de terres rares en Afrique, même si le sujet a émergé dans la presse occidentale. Mais tout un tas de luttes locales dans des zones du monde, finalement, très peu visibles dans nos médias français, quoi. Merci. Bonjour monsieur, bonsoir Marianne. Ma question en fait, ça portait sur ce qu'il était possible de faire pour résister. Est-ce qu'il y a des actions qui seraient menées avec des syndicats parce qu'apparemment le politique ne vont pas affronter dessus? Voilà, c'était ma question. La lutte syndicale, elle est fondamentale, très clairement, sur la question du que faire et sur la question du travail, évidemment. À ce jour, j'aurais du mal à cartographier les accointances des grands syndicats nationaux en France avec la question du numérique. C'est un peu un sujet nébuleux, je crois.
Il n'empêche que les modes d'action comme ça traditionnels sont évidemment efficaces. Heu, pour rebondir sur la question du refus, puisque c'est un axe stratégique que défend la Quadrature, et faire écho un peu à ce que disait Bénédicte aussi sur, la honte qu'on a à ne pas savoir. Je pense que refuser, on doit réinvestir le refus, hein, le fait de quitter ces technologies. Ça a un coût personnel, qu'on peut mesurer, je pense, mais il y a là aussi un axe, un peu radical, hein, mais on prend les choses à la racine justement, quoi. Qui s'il y a un effet levier et qu'il y a un genre de masse critique, pourrait, essayer d'affaiblir par le bas ces grands conglomérats. Donc assumer frontalement la question du refus et du départ de ces techniques me paraît être aussi une piste. Aussi. Sur les syndicats, donc à la Quadrature, on a lancé un autre combat, sans doute perdu d'avance, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le mener, contre l'IA. Mais possible. Ouais. Contre l'IA, contre le projet politique visant à mettre de l'IA partout, tout le temps. Je m'entendais t'arrêter tout à l'heure, j'avais envie de lui poser la question, quand tu parlais des gains de productivité. Bon, ouais, je vais pas rentrer dans ce débat, mais moi, j'ai quand même le souvenir qu'en économie, on m'a expliqué que, en fait, il y a un truc qui s'appelle le paradoxe de Solow, et notamment l'idée que les gains de productivité liés à l'informatisation à partir des années 80 n'ont pas été observés au plan macroéconomique. Euh, Ça veut dire qu'en fait, on s'est retrouvé face à des machines qui accéléraient plein de processus, mais qui, en fait, vous fait aussi beaucoup de temps, créent beaucoup d'inefficacité, de formes de désorganisation, peut-être à cause des bugs dont parlait Meredith Whittaker. Tout ça pour dire aussi que les premières études, forcément partielles, évidemment, il y a des développeurs, programmeurs qui vous expliquent qu'ils gagnent, enfin, qui vont 5 fois plus vite en codant avec l'assistance d'une IA. Mais des études qui commencent à être menées à l'échelle de grosses firmes montrent que les gains de productivité sont pas forcément au rendez-vous. Et donc, réponds à votre question. Le discours syndical, pour moi, ce que j'en mesure, sans être un expert, mais c'est vrai qu'on s'y intéresse beaucoup puisqu'on est contre l'IA. On a lancé une coalition qui s'appelle la coalition IATUS lors du sommet sur l'IA au mois de février. Et l'un des enjeux, on a le syndicat Solidaire, Sud Solidaire, qui nous a rejoint, avec qui on a échangé un peu sur ces questions. Mais c'est vrai que les grandes centrales syndicales, que ce soit la CFDT, que ce soit la CGT, j'étais à une journée sur l'IA, une table ronde, je participais à une table ronde la semaine dernière à l'UNSA Fonction publique. Le discours, il est fait d'inquiétude, mais il y a toujours ce truc, et un peu par sans doute un effet de censure, où la critique de l'IA et la critique de la technologie est tellement disqualifiante aujourd'hui, ou perçue comme telle, que ces gens-là préfèrent vraiment d'abord dire ah l'IA c'est super, c'est plein de promesses, mais il y a quelques problèmes. Est-ce que vous pourrez être formé? Est-ce que vous pourrez maintenir nos salaires? Et ce qui semble manquer dans ce manque de radicalité, il contraste beaucoup avec la position, enfin ce qu'on peut lire dans les archives syndicales des années 70. Lors de la première vague d'informatisation, il y a notamment un rapport de la CFDT de 1977 qui s'appelle Les dégâts du progrès. Vous pouvez trouver l'EPUB en ligne, sinon il est disponible en bibliothèque sans doute, où en fait ça part d'analyses situées de travailleurs, travailleuses dans l'industrie pétrochimique, au poste, dans les imprimeries, et qui parlent de en fait, ces machines électroniques, informatiques essentiellement, qui parviennent comment ça change leur travail. Et en fait, c'est exactement les problèmes qui se posaient euh, dès le 19e siècle et qui se posent aujourd'hui avec l'IA. C'est des formes de déqualification, c'est une pression managériale décuplée, c'est les cadences accélérées, donc une dégradation des conditions de travail. Et l'enjeu pour retourner tout ça, en fait, c'est revenir à une critique radicale qui était encore présente dans le discours syndical dans les années 70, qui est de dire, et ça revient encore à la question du rapport de pouvoir dans l'économie, c'est les travailleurs et travailleuses au pouvoir, en fait. Et c'est elles qui doivent décider de leurs conditions de travail, de la manière dont la technologie est développée. Et donc, c'est pas juste une IA publique non alignée, c'est repenser fondamentalement la technologie, en fait. Et donc, en gros, là, un peu, un des buts, dans le cadre de cette coalition Hiatus, il y a aussi l'envie de parler plus aux syndicats et de les appeler à muscler un peu le discours, quoi. Ils ne semble pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Une question. Une question aussi, merci beaucoup, c'était super intéressant et foisonnant. Euh, donc, l'événement, il s'appelle Technopolitif et on parle beaucoup des alliances, donc des liens entre technologie et politique. Et vous employez le terme de technofascisme ou technofasciste, un terme qui est parfois récusé, ou en tout cas, certains intervenants qui sont venus ici étaient un petit peu réticents à l'utiliser. Du coup, ma question, c'est de savoir comment vous définissez ce terme. Est-ce qu'il est plus, est-ce que vous en parlez d'un modèle politique?
ou est-ce que c'est plutôt des voies opératoires, notamment au regard du sujet de la conférence qui est la surveillance? Voilà, un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce terme? Alors, moi, je suis en droit parce que on a fait le choix avec mon co-auteur, qui est journaliste Olivier Lesquet, qui travaille aussi beaucoup sur les technologies et les questions de liberté publique, de assumer l'emploi effectivement du vocabulaire technofascisme en mettant là-dedans une tentative d'analyser, comme je disais, comment la tech reconfigure le fascisme et comment le fascisme est reconfiguré par la tech. Et il apparaît que finalement, les logiques d'algorithmisation à tous les niveaux enfin, partout là où ils sont déployés ces algorithmes, l'intelligence artificielle, tout ceci, habite sur le noyau fasciste qui est un peu endogène dans la démocratie. Donc c'est l'idée, voilà, c'est cette idée-là. Donc à la fois les modes opérateurs, les déploiements, et enfin, quand on ausculte un petit peu le logiciel idéologique des fabricants de ces technologies, il apparaît quand même assez clairement qu'il y a des accointances assez directes avec des modes opérateurs fascistes. Quand on écoute un Curtis Yarvin, qui est l'éminence grise de Donald Trump, qui prône un retour à la monarchie, qui qui compare la démocratie à un programme informatique obsolète, cette espèce d'absolutisme de la pensée de l'ingénieur, de la rationalité par la technique, tout ceci recompose en fait finalement une forme renouvelée de fascisme. Donc c'est vrai que c'est un choix comment dire, de terminologie et de catégorie qui se discute, et je comprends tout à fait qu'on ne l'emploie pas. Au demeurant, quand on voit quand même l'accélération qui est en cours, notamment depuis janvier 2025 et la réélection de Donald Trump, comment en 4 mois, le Doge a réussi à fragiliser, si ce n'est, voilà, l'État fédéral américain. Franchement, derrière, il y a je pense que le terme de technofascisme est justifié, et d'autant plus quand on voit que le logiciel idéologique aussi de ces fabricants de la tech, en tout cas pour, peut-être une minorité agissante d'entre eux, parce qu'effectivement, Félix se disait, il y a encore des élites libérales dans ce milieu. C'est vrai que par exemple, chez Apple, on est un peu moins, hardline, libertarien que, dans d'autres entreprises. C'est le projet politique, c'est un projet politique du franchissement de la limite. Ce sont des gens pour qui la limite n'existe pas. Cette limite, qu'elle soit cognitive, corporelle, spatiale, terrestre, et cet imaginaire-là, il est totalisant en fait. Il fait véritablement écho avec des formes passées de régimes totalitaires. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on fait le choix avec Olivier, en tout cas, d'assumer ce terme de technofascisme. Du coup, j'aurais été intéressé d'écouter ces discussions et les justifications, disons sceptiques à l'emploi du néologisme. Peut-être que je peux en imaginer une, c'est qu'en fait, l'alliance entre forme d'autoritarisme et technologie, elle est ancienne. Le futurisme comme mouvement artistique, par exemple, dans les années 1910-1920, a été un compagnon de route du fascisme, et il y avait déjà cette glorification des machines puissantes qui allait avec un projet politique de transformation radicale et accélérée de la société de manière très verticale. Le nazisme, là encore, c'est largement appuyé sur les piliers de l'industrie allemande. Il a utilisé les cartes perforées d'IBM pour organiser les politiques de déportation et d'extermination des juifs et d'autres segments des populations européennes des années 30 et 40. Donc c'est pas complètement nouveau, évidemment. Euh, et donc peut-être pour apporter cette perspective historique, mais après moi je suis vraiment pas contre l'idée. En fait, je trouve que ça suggère aussi cette alliance quand même beaucoup plus claire aujourd'hui, et l'influence de thèses d'extrême droite, encore une fois pas foncièrement nouvelles, mais quand même très manifeste aujourd'hui. Et juste dire très rapidement, je sais pas à quel point vous le ferez figurer dans le livre, et je pense que c'est des choses qui sont plus difficiles à mesurer et à observer. Je sais qu'il y a quelques sociologues qui commencent à bosser là-dessus, et pas forcément avec encore des techniques d'enquête qui permettent d'aller vraiment dans ces milieux. Mais moi, je me suis retrouvé dans une discussion avec une personne qui a travaillé pendant 10 ans dans le capital risque, donc ce segment du capital, enfin du monde de la finance qui finance la tech, qui est très peu régulé, et qui joue un rôle extrêmement important en fait dans tous les cycles de hype et toutes les promesses technoscientifiques dont on est inondé et dont on parlait là encore tout à l'heure. Et en fait, elle m'expliquait, cette personne, à quel point ce milieu en France est, pour un bon tiers, disait-elle, en train d'assumer de plus en plus des postures extrême droitières. Il y a notamment un fonds assez proche de Pierre-Édouard Sterrin qui s'appelle le milliardaire d'extrême droite, qui s'appelle le fonds One. Tout autour de ce fonds, il y a des espèces de Frenchies muskiens
qui sont là encore, ouais, en fait, dans une forme d'homologie des mouvements idéologiques qui traversent la tech américaine. Il y a des choses très similaires de ce côté-ci de l'Atlantique. Et je pense que il est urgent de s'y intéresser et de le dénoncer. Parce que là encore, il faudrait que les choses soient claires avant qu'il ne soit trop tard, quoi. Juste pour rebondir sur ce que je disais, Félix, je pense que la réticence, si je l'ai bien comprise des intervenants, c'est de naître du fait de dire que, par exemple, les US sont un régime fasciste. Ça se questionne, hein, mais par exemple, est-ce que être dans un pays néolibéral extrême comme les US, c'est fasciste ou pas? Parce qu'en fait, je pense que ça vient de là, parce que ça reste un pays où il y a des lois où quand on se, enfin, on se fait, quand ça, etc. Maintenant, ça se questionne, je pense que c'est plus idéologique et politique, mais je pense que la raison est là. Ouais, ouais, il y a un gros débat sur le fascisme. Est-ce qu'on peut que parler de fascisme pour parler du régime mussolinien et du régime hitlérien? Ou est-ce que, du coup, on définit le fascisme de manière plus large comme un régime obsédé et du coup, des affects politiques, une culture politique obsédée par le déclin ethno-racial euh, et en fait, la volonté d'exterminer ou d'expulser des populations perçues comme faibles, indésirables. Tout ça dans un ordre politique dominé de manière très verticale sur le modèle de la caserne. Et bon, les États-Unis, évidemment, il y a encore des contre-pouvoirs, il y a des institutions inspirées par le libéralisme politique qui fonctionnent encore et qui peuvent dire à Trump, non, en fait, là, les droits de douane, tu n'avais pas le droit, et donc, ciao, bye bye, on va voir comment ça se passe, parce que du coup, c'est une bataille en cours. Mais bien évidemment, il y a la résistance, mais quand même, on a clairement un milieu politique fasciste, selon la définition très rapide que je viens de donner, qui semble au pouvoir aux États-Unis et dans certains pays européens aussi, d'ailleurs. Vraiment. Oui, et je sais cette avant-garde contre-révolutionnaire, hein, telle qu'on la voit, que ce soit les jeunes ingénieurs du Doge ou les plus radicaux des techno-libertariens, assument cette obsession pour la question ethnique, raciale, etc. Et par ailleurs, ils ont un rapport à l'humanité, ils ont déjà acté la contingence de l'espèce humaine. En fait, pour eux, on va se télécharger dans des ordinateurs d'ici quelques années, et l'humanité est contingente. Donc, dans leur logiciel politique, le fait que possiblement les conditions de vie sur Terre se dégradent jusqu'à un point de rupture tel que la vie n'est plus possible, c'est une donnée. En fait, ça fait partie du puzzle. Donc, ce rapport à la contingence fait écho au plus contingence de l'humanité, je veux dire, à la possible extermination, à la disparition. C'est quand même écho à des traditions du XXe siècle assez funestes. Tu peux juste nous expliquer, enfin moi je sais pas ce que c'est le modèle de la caserne, ou ce que tu disais. Ah non, je parlais, c'est pas un concept, je pensais à la caserne militaire, quoi, de manière très hiérarchisée, très verticale. Euh, ouais, du coup, ça me faisait penser ce que tu racontais là, parce que j'ai pas l'impression que ce soit complètement assumé dans les discours, en tout cas pas dans le discours de Donald Trump, ouais, Alors pas Trump, mais ouais, à l'air il est persuadé que Elon Musk, il bosse déjà pour que demain on télécharge nos esprits dans l'ordinateur. C'est Neuralink en fait. Neuralink, le front, c'est on fait des implants pour les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Le bac, c'est en gros, on va pouvoir à terme télécharger le cerveau humain sur la puce et le brancher sur la matrice et l'ordinateur. Donc en fait, dans ce rapport-là à la matérialité du corps, des existences, etc., on a déjà acté que possiblement, voilà, il y a les conditions d'une possible disparition qui font partie, là encore, des termes de l'équation de l'humanité, je veux dire. Évidemment, là, dans le même genre, il y a le fameux orbe de Sarah Ekman aussi, qui en fait est une forme de tirelire numérique qui est reposé sur la blockchain, où finalement, en fait, l'idée, c'est finalement de numériser l'humanité, enfin, de faire en sorte de recenser chaque individu qui serait, in fine, en fait, qui se retrouverait sans boulot à cause de l'IA, et donc l'IA aurait pris tellement d'importance qu'elle serait capable d'amener une prospérité économique, et que donc nous autres pauvres humains sans revenus, on serait alimentés par cette IA à travers une espèce de revenu universel. Voilà. Mais c'est un peu la même, tout ça c'est un peu le même mouvement. Et du coup, c'est vrai que il y avait pas mal de débats au moment de l'épidémie de Covid sur à quel point la vie était devenue un truc sacré dans les sociétés modernes occidentales, hyper technologisées. Et là, on est 5 ans plus tard et on a vraiment l'impression qu'il y a une pulsion de mort
qui était déjà très présente évidemment, et ce que Achille Mbembe appelle la nécropolitique, qui concernait une grosse partie de la population mondiale, sans doute une très grosse majorité. Mais là, on voit à quel point dans le monde occidental et dans ces sociétés politiques qui étaient censées être à peu près pacifiées, on était censé à peu près prendre soin les uns des autres. Évidemment, c'est une promesse complètement démentie par la pratique des institutions, de l'économie et tout un tas de choses. Mais c'était quand même à l'ordre du discours. Là, on voit à quel point la pulsion de mort est vraiment assumée, même si bon, Trump n'est pas encore à dire, de toute façon, on va tous mourir. Mais moi, c'est hyper intéressant de vraiment reprendre le problème dans ces termes en se disant effectivement la fin de l'humanité, la crise écologique, ben voilà, c'est comme ça, on va faire autrement. Moi, j'avais un peu le sentiment aussi que voilà, c'est des hommes blancs vieillissants qui ont eu beaucoup de pouvoir et c'est un peu, bah, après moi, je m'en fous pas. Je pense qu'il y a, au moins pour une partie d'entre eux, ce truc d'un égotisme tel que, en fait, si le monde pète le lendemain de leur mort, en vrai, ça ne les concerne pas, quoi. Mais là, évidemment, ils veulent accélérer les conditions de la rupture totale. Ça s'appelle l'accélérationnisme. C'est aussi un courant qui a un retour de flamme. À l'origine, c'est une théorie hyper cryptique née dans le nord de l'Angleterre, dans Cincinnati. Donc, c'est toutes les Stacey Plant, Nick Land et Mark Fisher. Donc, il y a eu deux teams. Et donc, Nick Land, l'idée, c'est que si on fluidifie au maximum les logiques néolibérales, qu'on débride l'innovation et qu'on accélère le capitalisme à fond la caisse, on va arriver au point de rupture à partir duquel reconstruire une société hyper technologique et coloniser l'espace, enfin, tous ces délires se logent là encore dans l'accélérationnisme. Mark Fisher a essayé d'en théoriser un qui soit moins comment dire, extrême droitier et réactionnaire, mais aujourd'hui l'accélérationnisme fait un retour de revient en tendance auprès de l'entourage de Trump. Et je suis d'ailleurs à ce titre assez interrogative du fait que Nick Land, qui est donc l'un des pères intellectuels de ce courant, ne soit pas plus médiatisé. Et ce qui est drôle, c'est que Nick Land, c'était aussi, le scénario a vachement aussi influencé la musique électronique. C'était pas que la cybernétique, de la philo, il était, toute une partie de la jungle, notamment en Angleterre, a été influencée par le scénario. Intéressant de regarder cet héritage-là qui revient, je trouve aussi. Du coup, d'autres questions? Au fond. Bonsoir, merci. Tout à l'heure, Félix, tu disais, on ne veut pas du IA dit pour faire ci, ni des faire ça. Enfin, je sais pas précis, mais il y avait des vrais mots. Mais du coup, je me pose la question, souvent dans le discours autour de l'IA, il y a beaucoup de... Ça nourrit un imaginaire très brumeux. Et, euh, et du coup, je me pose la question de comment vous voyez la place de la technologie, euh, vu qu'elle a tendance à être très essentialisée par ses détracteurs comme par ses promoteurs. Est-ce qu'il y a quand même des usages qui peuvent être défendus? Est-ce que vous pensez que c'est une technologie qui peut être réappropriée? Est-ce que vous pensez qu'elle a un futur désirable ou pas? Et ça, c'est pour le cas de l'IA, mais de manière plus générale, du coup, est-ce que ça vous repose des questions sur, en général, la technologie numérique? Bah, je vais faire une réponse courte et je vais paraphraser le Clodo, qui était un groupe anarchiste des années 80, déterré, Toulousain, tout à fait, déterré par Célia Isoire, philosophe, autrice, journaliste, et qui était donc un groupe anarchiste qui mettait le feu à des disquettes et des ordinateurs dans le Technopole toulousain en ce début des années 80. Ils n'ont jamais été attrapés, les flics disaient bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, et certaines mensuétudes des autorités à leur égard. Et puis, il avait pas mal de communiqués revendicatifs assez sympas dans un discours post-situationniste. Et ce que disait Clodo, c'est que bien évidemment, l'ordinateur est une machine qui pourrait servir à faire des trucs chouettes dans un monde différent, mais que dans le monde dans lequel on habite, elle est un outil de plus aux mains des patrons et des flics. Je crois que c'était à peu près en substance leur propos. Et, euh, et donc, bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre le bébé de jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire que tout système d'IA, même le plus petit, faisant appel à très peu de données, tournant sur un Raspberry Pi, est par définition nocif et toxique. En fait, il y a des usages qui sont incontestablement positifs, qui sauvent des vies, qui font des trucs chouettes, sans doute.
Le problème, c'est pas la technologie en tant que telle, c'est le monde qui l'a produit et qui la dissémine partout. C'est les intérêts très matériels qui sont derrière. Euh, et donc voilà, moi je pense que là, l'enjeu, c'est parce que dans un monde saturé de rapports de domination, la technologie renforce le pouvoir des dominants. On a cru avec Internet que peut-être qu'on allait pouvoir changer le game. On l'avait cru avec la radio et beaucoup d'utopies techniciennes de ce type. Je pense que maintenant, après 150 ans, bientôt 200 ans d'industrialisation, on peut se faire le constat collectif que, bon, globalement, ça marche pas trop de se réapproprier les technologies du capitalisme industriel. Et, et en fait, à force de voir cette technologie, et c'est un peu l'enjeu là du technofascisme, c'est que ça s'accélère et que, enfin, typiquement, la reconnaissance faciale, si elle est déployée partout demain, vraiment résister au fascisme comme on a pu le faire dans les années 40, c'est plus possible. Enfin, je vois pas comment en réalité. J'espère qu'on trouvera des manières, mais ça va devenir extrêmement compliqué. C'est-à-dire que la technologie, dans un monde, le monde qu'on habite, elle renforce les dominants et que l'enjeu, c'est de faire pause, refuser, c'est de dire on arrête de développer une technologie puissante, toute forme de technologie en réalité, avant d'avoir transformé les rapports de pouvoir. C'est un gros projet, c'est un gros enjeu, mais en fait, si on veut être lucide et conséquent, je pense vraiment que c'est la position qu'il faut savoir tenir. C'est pas facile dans le monde dans lequel on habite d'assumer ça, c'est pas facile de trouver les manières de traduire cette position dans des formes de praxis politique. Mais en fait, c'est la seule chose conséquente qu'on peut faire. Et c'est un peu la réserve que je peux avoir vis-à-vis d'un discours de gauche sur l'IA, type Cédric Durand, là, qui vient de sortir son petit livre Faut-il arrêter le numérique ou stopper le numérique pour sauver la planète? Où en fait, oui, j'entends à quel point le numérique, l'IA, ça peut être super pour agréger les préférences et organiser l'économie différemment que sur la base du marché et de la rencontre d'un vendeur et d'un acheteur et tous les mécanismes microéconomiques au fondement du capitalisme. Sauf qu'il n'explique pas vraiment pourquoi on a besoin de machines très puissantes pour faire ça, pourquoi on a besoin de collecter des traces, et puis il nous explique surtout pas comment on va pouvoir vraiment en fait passer de la situation très défavorable dans laquelle on se trouve aujourd'hui à cette utopie éco-cyber-socialiste qu'il propose, quoi. Et donc moi j'ai l'impression, et j'en termine, mais que tous les discours des technocritiques, et je fais le même reproche à Alain Damasio récemment, euh, qui disent oui l'IA c'est de la merde, parce qu'il y a Big Tech et tout, mais franchement, j'ai testé, c'est super, moi ça m'aide beaucoup pour écrire et tout. Bah, en fait, je trouve que c'est des discours qui, au fond, légitiment la trajectoire technologique actuelle. Et c'est pour ça que, et on a beaucoup de débats avec d'autres camarades militants à la Quadrature du Net, quand on dit on est contre l'IA, c'est pas l'IA comme technologie, c'est le monde qui produit l'IA et qui la met partout et le monde que l'IA tend à cristalliser et à renforcer et à protéger de tout ce qu'on nous impose. Et ça, je trouve qu'à gauche, c'est très dur à faire admettre. Voilà. Ouais, et juste, enfin, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je suis désolée, je vais la déformer cette citation, parce que je n'ai plus exactement en tête, mais il y a une juriste spécialiste des technologies qui s'appelle Antoinette Couvroy, qui a dit que la technologie, c'est l'outil par lequel, enfin, c'est l'outil qui a déployé le capitalisme pour ne pas être mis en crise. Et donc, ça fait totalement écho à ce que vient de dire Félix sur le fait que cette technologie dans le monde actuel ne fait que renforcer des logiques structurellement inégalitaires et problématiques dès lors qu'on essaie d'avoir un logiciel anti-impérialiste, écologiste et éco-socialiste. Enfin voilà, qu'on essaie de penser à gauche, quoi. Je pense qu'on est bon. Merci.